match nul. Écoutez Poutine qui joue sur cette crainte apparemment fondée ou non des Occidentaux qui considèrent malgré tout que la Russie n'est pas si faible que ça puisqu'ils ont peur notamment du nucléaire et il agite cette fois la menace très précise de deux armes dont on ne sait pas très bien leur degré d'efficience réelle, c'est le Sarmat et c'est le Poséidon. Écoutez-le. Le réacteur du Poséidon est 100 fois plus petit que le réacteur nucléaire d'un sous-marin. Mais la puissance d'un Poséidon dépasse largement celle de notre missile intercontinental le plus avancé, le Sarmat. Il n'existe rien de comparable au Sarmat dans le monde. Nous ne l'avons pas encore déployé, mais cela ne saurait tarder. Cependant, le Poséidon surpasse largement le Sarmat en termes de puissance. En termes de vitesse et de profondeur d'opération, il n'existe rien de comparable à ce véhicule sans pilote dans le monde. Il est peu probable que quelque chose de similaire apparaisse dans un avenir proche, et il n'y a aucun moyen de l'intercepter. Arrêtons-nous s'il vous plaît d'abord à ce missile Sarmat. Dans un certain imaginaire, c'est vraiment l'arme suprême. Évidemment, c'est ce que les Russes essaient d'accréditer, hein, ce missile balistique intercontinental qui est d'une taille, d'une capacité de destruction particulière, qui serait. Oui, ça m'énerve parce que chaque fois on remet le plat. En 2018 déjà, il faisait la pub. En 2018. Et ce truc-là n'est pas encore déployé. Il y a eu 4 échecs au pas de tir. Donc maintenant, peut-être qu'un jour, le Sarmat sera déployé. Et alors ? Et alors ? Le Poséidon, c'est de la technologie merveilleuse. C'est comme le V2. Le V2 n'a pas changé le sort de la guerre. Et personne ne savait l'arrêter. Donc là, les Russes continuent des efforts donc en haute technologie sur ces missiles-là. Effectivement, ils sont en pointe. Ils conservent une capacité scientifique et technique pour les sous-marins. Mais pour tout le reste, c'est la décrépitude, c'est la débandade, la peinture tombe de la rouille, si vous voulez. Donc là, il se redonne du courage en sortant des grandes armes. Comme Hitler disait, le V2 changera le cours de la guerre. Nous aussi, on sait bombarder la Russie, et si on tire, il y a un paquet de têtes qu'ils n'intercepteront pas. Voilà. Donc, ok, il se fait plaisir pour pas cher. Regardez cette image des essais ratés du Sarmat. L'un était très spectaculaire. C'était le 21 septembre que l'image satellitaire l'avait repéré. Le Sarmat, toujours en phase de développement, avait explosé dans son silo. Il était, semble-t-il, retombé sur lui-même, ce qui évidemment, pour ce genre d'essai, très négatif, disons. Oui, ceci dit, les essais. SpaceX a eu des explosions, pas de tir, et ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. Vous voyez ce que je veux dire ? Nous aussi, avec Ariane, on a eu des problèmes. Donc en soi, qu'ils soient en train de développer cette capacité, ou qu'ils y soient arrivés, ou qu'ils vont la déployer, etc., ça ne change pas le sort d'une guerre régionale qui est à l'ombre du nucléaire, mais qui n'est pas nucléaire. Ça ne changera rien au sort de l'Ukraine. Voilà. J'aimerais qu'on revienne sur ces images qui sont les images de la soirée où Poutine s'est mis en scène avec les vétérans et avec ce fond qui est très particulier. J'aimerais votre regard là-dessus. Quand il est en conférence de presse et qu'on voit derrière lui l'image notamment de la prise de Berlin à la fin de la guerre. Regardez l'image à gauche. À quel point cette image pour eux est obsessionnelle, hein. C'est-à-dire à quel point cette image fameuse du drapeau, du soldat russe qui monte sur le Reichstag et qui déploie le drapeau soviétique est restée l'image de cette guerre, de ces guerres. Il faut dire, c'est quand même, les soviétiques ont perdu 17 millions de morts, ça a été une guerre absolument atroce, contre un régime atroce, et ça a été une victoire qu'ils ont, je dirais, qu'ils ont chèrement acquise, et ils ont raison d'en être fiers. L'Europe est en partie libre grâce à la victoire soviétique, ce qui est quand même un peu paradoxal parce que c'était Joseph Staline. Mais néanmoins, c'est vrai que nous devons être reconnaissants envers la contribution, pas seulement russe, d'ailleurs ukrainienne, de toutes les républiques socialistes soviétiques de l'URSS qui ont vaincu Hitler. Quelle est la part de sincérité ? Parce qu'il y a ce régime qui est un régime autoritaire, qui tue des opposants, etc. La sincérité est très très relative. Mais dans la population russe, quelle est la part de sincérité, d'après vous, de gens qui considèrent que l'Ouest ne leur est pas assez reconnaissant ? Oh, sans doute, ils pensent ça, mais je pense que c'est pas plutôt en termes de reconnaissance. D'abord, de reconnaissance, c'est en termes d'abord de fierté patriotique. Il y a beaucoup de Russes, me disait notre ancien ambassadeur à Moscou, beaucoup de Russes qui désapprouvent la guerre, mais qui ne veulent pas la perdre.
Voilà, en gros, ils sont patriotes, c'est un pays profondément patriote, nationaliste, ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est un pays qui fait partie, il y en a pas mal d'ailleurs dans le monde, des pays paranoïaques. C'est-à-dire des pays qui ont toujours peur des autres et qui en particulier, du fait de leur histoire, pensent qu'à l'Ouest, la menace vient de l'Ouest, qu'ils ont besoin d'un glacis pour les défendre, et donc ils ont toujours considéré que mettre la main sur la Pologne et sur l'Europe de l'Est, c'est encore mieux. Pour eux, c'est indispensable. Voilà, il y a une sorte de vision géopolitique traditionnelle du peuple russe. Et puis vous avez maintenant cette propagande qui ne cesse de répéter que l'Ouest est en guerre avec la Russie, que des soldats occidentaux sont en Ukraine, etc. Ça marche aussi la propagande. Quelle est pour vous l'hypothèse que Poutine poursuive un plan? Regardez l'image de 2018, c'est vous qui faisiez allusion très justement, général Yakovlev. En fait, toutes ces armes qu'il est en train ici de rappeler, tout était fondateur dans ce discours-là. 1er mars 2018, il avait fait le premier catalogue en quelque sorte du Sarmat, du Poséidon, avec tout un luxe d'images, d'animation plus ou moins réussie. Est-ce qu'il a un plan d'après vous? Est-ce qu'il a un plan? Je crois fondamentalement, il est sorti de son plan en février 2022. Et depuis, il réagit à l'événement. Alors maintenant, ça constitue un plan, si vous voulez, de continuer à taper la tête contre le mur. C'est un plan. Et c'est ce qu'il fait. Est-ce qu'il y a une revanche contre l'Ouest? Une revanche qu'il est en train de... Ah oui, c'est très profond. La motivation profonde de Poutine, elle est que lui n'a pas fait le deuil de l'Union soviétique, c'est officiel, et il nous reproche à nous de ne pas être dans le deuil pour l'Union soviétique. Si vous voulez, nous, on est passé à autre chose, c'est de l'histoire, et donc, à la limite, on est joyeux. Et par exemple, il a, vis-à-vis des pays baltes, cette haine du mari divorcé face à sa femme qui est devenue heureuse dans les bras d'un autre. C'est pas le divorce qui le choque, c'est le fait qu'elle soit heureuse. Donc Poutine ne peut pas supporter qu'il y ait des Ukrainiens heureux parce que c'est une démocratie émergente, qu'il y ait des Baltes heureux parce qu'ils ne sont pas sous son joug, et surtout pour les Ukrainiens qui font la démonstration qu'on peut être slave sans être esclave. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, les gens sous le régime Poutine sont traités comme des esclaves aujourd'hui. Ce sont des esclaves. Les soldats qu'on a vus là, c'est des esclaves. Ils retourneront au front. J'aurais une comparaison un peu moins conjugale et un peu plus stratégique quand même. Je pense que pour Poutine, par exemple, les républiques baltes, c'est l'accès à la mer Baltique. Et donc, depuis des siècles, toute la Russie, depuis Pierre le Grand, la Russie a tout fait pour contrôler ces États. En ce qui concerne l'Ukraine, bon, il l'a dit, l'Ukraine n'existe pas, la nation ukrainienne n'existe pas, il l'a répété. Et donc, il veut au moins, dans un premier temps, rétablir l'union des républiques slaves, c'est-à-dire en réalité vassaliser l'Ukraine comme il a vassalisé la Biélorussie. Pour lui, c'est sans doute le minimum de ce qu'il voudra faire. Mais après l'Ukraine, je pense que l'objectif sera certainement les pays baltes, qui sont notre talon d'Achille et qui correspondent à une pensée stratégique russe. Pour la Russie, le drapeau de l'OTAN qui flotte à Tallinn, à 150 ou 200 km de Saint-Pétersbourg, ce n'est pas acceptable. Est-ce que les Occidentaux prennent au sérieux toutes ces menaces? Écoutez la réponse de Trump sur le Poséidon et sur le Sarmat. Il ironise, lui, sur les moyens supérieurs, dit-il, de l'armée américaine. Les Russes savent que nous avons un sous-marin nucléaire, le plus grand au monde, juste au large de leur côte. On n'a pas besoin de faire 14 000 km. Ils ne jouent pas avec nous, mais nous ne jouons pas avec eux non plus. Nous testons des missiles tout le temps. Mais comme vous le savez, nous avons un sous-marin. Et lui, il n'a pas besoin de faire tous ces kilomètres. Général Yakovlev, quand vous entendez Trump là, est-ce qu'on est dans une escalade générale? Dans quelques instants, on entendra à ce sujet le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui parle du risque de prolifération nucléaire générale. Alors, là, ce que dit Trump, pour moi, n'est pas une escalade. Et d'ailleurs, en gros, je viens de dire la même chose. À savoir que nous aussi, on a des jolis engins qui peuvent faire très mal. Donc, oui, alors les tiens, c'est par la droite et moi, c'est par la gauche. Vous voyez, ça va pas plus loin que ça. Donc, pour moi, c'est pas de l'escalade, c'est du...
on s'énerve pour pas grand-chose, et je pense que c'est la bonne attitude à adopter face à, par ailleurs, des prouesses scientifiques de la Russie. Si jamais ça marche, oui, c'est beau. Tout ça est quand même, excusez-moi de sortir un peu du sujet, mais c'est quand même un peu archaïque, hein, cette sorte de deux puissances à l'ancienne, hein, qui se menacent, qui montent pour montrer que laquelle a la plus grosse, parce que l'avenir du monde, il ne se joue pas là. L'avenir du monde, il se joue en Asie. L'avenir du monde, il se joue entre la Chine et les États-Unis. L'avenir du monde, il se joue en termes de la révolution technologique qui vient. Moi, honnêtement, il y a un pays qui doit sourire dans sa barbe, qui ne l'a pas d'ailleurs, c'est la Chine. Parce que vraiment, la Chine, ça lui permet de détourner l'attention des États-Unis et de continuer sa course faramineuse en termes de technologie, en termes d'industrie. Franchement, enfin, l'histoire est faite que de ça, mais c'est une perte de temps. Les Russes et les Américains, dans cette affaire, ils ont une génération de retard sur les vrais enjeux de demain. Écoutez la télévision russe, qui évidemment est dans le ton que vous jugerez archaïque, mais ce qui est frappant aujourd'hui, c'est que la séquence qu'on va voir à l'époque, on en ricanait, aujourd'hui c'est le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, qui disait « Attention, les missiles russes peuvent aller très vite sur Madrid ou Londres ou Paris ». Écoutez la séquence et vous réagirez. Le drone sous-marin russe Poséidon s'approche de sa cible à 1 km de profondeur et à une vitesse de 200 km/h. Il n'y a aucun moyen de l'arrêter. L'ogive qu'il transporte a une capacité pouvant atteindre 100 mégatonnes. L'explosion de cette torpille thermonucléaire au large des côtes britanniques provoquera un tsunami géant pouvant atteindre 500 mètres de haut. En passant au-dessus des îles britanniques, cette vague extrêmement radioactive transformera tout en un désert radioactif impropre à toute forme de vie. Général Yakovlev, quand le secrétaire général de l'OTAN, vous qui avez été à l'OTAN, Mark Rutte dit « met en garde les Européens » comme s'il y avait une sorte d'urgence nouvelle en disant « les missiles russes peuvent atteindre très vite Londres », il donne l'exemple de Londres et de Paris. Et ça a toujours été le cas depuis le début des missiles soviétiques. Donc c'est quand même pas une nouveauté, voilà. On se tient par la barbichette tous. Pourquoi cette impression de frilosité? Pourquoi le dit-il? Je sais pas. Peut-être qu'il est dans le mode on doit mettre la pression pour continuer vers les 5% qui sont devenus ce totem. C'est de la guerre psychologique, là. Oui, il fait peur pour dire à tout le monde il faut dépenser pour notre défense, c'est pour notre défense. Et de l'autre côté, vous avez les Russes qui font ça depuis 3 ans. Depuis 3 ans, ils nous montrent des photos où leurs missiles atteignent Londres, atteignent Paris, vraiment, pendant qu'une de leurs journalistes qui est toujours sur sur une télévision française, dit mais nous on n'a jamais parlé de guerre. On est dans la propagande propagande assez grossière. Donc il faut surtout garder son calme. Absolument, je rejoins tout à fait l'ambassadeur. Ça n'a pas de conséquences ni militaires ni politiques et voilà donc. Ils s'amusent sur les plateaux russes à sortir ça, donc c'est beau. Voilà.